Vous croyez dans les signes? Ça vous rend heureux? Ça vous donne de la force? Vous vous dites, cet oiseau qui est venu toquer à la fenêtre, c'est mon père, c'est mon frère. Cette coccinelle qui est venue se poser sur mon bras, c'est ma petite fille, c'est ma fille, c'est l'enfant que j'ai perdu. Eh bien, si ça vous donne de la joie, si ça vous procure du bonheur, eh bien, croyez dans les signes. Quand on ne croit en rien, quand on ne croit pas en Dieu, comment se remet-on d'un deuil? Oui, ça peut être loufoque, et si c'était vrai? Ben voilà. Ben vous avez tout à gagner à y croire, parce que sur le moment, ça vous fait du bien. Bonjour, je suis très heureux de recevoir aujourd'hui Florence Belkacem pour son livre Cueilleuse de signes aux éditions Guy Trédaniel, maison d'édition qui publie plein de pépites, de petits bijoux actuellement, et c'est vraiment très agréable. Alors, c'est très agréable aussi d'être surpris par un livre. Et Florence, je vais te raconter ce que j'ai ressenti en le lisant. Je me suis dit, les premières pages faisant foi, je me dis, ça y est, ça va être un beau livre sur le deuil, sur les mécanismes du deuil, sur les paradoxes du deuil, sur la convalescence du deuil. Hein, puisqu'il est question de funérailles, il est question d'incinération, il est question de ce que ressentent les vivants quand leurs proches sont partis. Et en réalité, c'est pas du tout ça. La réalité, c'est que, Florence, et après on parlera de Oui. la manière dont tu es arrivée à l'écriture, à la littérature, partant de bien loin, d'autres métiers. Mais on se rend compte que pour toi, en réalité, l'état d'esprit de quelqu'un qui est en deuil, c'est un moyen de le présenter comme plus sensible à des signes. Et en fait, le deuil, c'est l'état mental dont tu te sers parce que le deuil rend plus réceptif à des choses qui sont sensibles, qui sont subtiles, et que, selon toi, on ressent mieux à certains moments de l'existence. Donc, on va se raconter tout ça, et on va parler de ce beau livre, si, je répète le mot, subtil, j'ai trouvé ça subtil, Merci. nuancé, mais la littérature, c'est pas ton métier d'origine. Nos amis te connaissent parce qu'ils t'ont vu à la télévision, sur presque toutes les chaînes, ils t'ont vu travailler avec Laurent Ruquier, avec Thierry Ardisson, donc tu es une grande journaliste. Comment est-ce que tu en es arrivé à l'idée d'écrire des livres? Oui, c'est beaucoup d'honneur, hein, Frédéric, je vous remercie. Hein. Comment j'en suis arrivée à écrire des livres? Le déclic, c'est la mort de maman en 2013. Alors moi, par rapport à la mort, j'ai toujours eu peur des morts et de la mort depuis que je suis enfant. Je me souviens que j'ai vécu un événement qui m'a traumatisée, c'est la mort de mon oncle. J'avais à peu près 10 ans, il était mort à 38 ans d'une rupture d'anévrisme. Et quand il est mort, quand on lui avait mis son beau costume pour son voyage, pour son départ, ma tante, et pas maman, mais ma tante m'a un peu poussée dans la chambre pour que je voie mon oncle, Cajou, qu'on appelait Cajou. Alors, il était très beau dans son costume. Il n'avait pas de rides, il avait un visage pur. Et moi, en revanche, j'ai eu une peur, mais j'ai été effrayée, tellement effrayée de voir ce corps inerte tout à coup. Et de là sont venues mes angoisses de la mort. Et quand maman est décédée, alors il est vrai que quand à l'hôpital, elle a rendu son dernier soupir, ma grande sœur aînée pensait que ça allait mieux, qu'elle se sentait soulagée. Et moi, je voyais l'encéphalogramme plat et je me disais, maman est en train de partir. Et puis elle est partie. Et mes sœurs se cramponnaient à son corps. Et moi, j'ai eu le sentiment que l'âme de maman partait à une vitesse folle, folle. Retrouver ses frères, sœurs, parents, etc. Et j'ai quitté la chambre d'hôpital. Et je n'ai pas voulu revoir maman à la morgue, à la chambre funéraire, parce que la mort m'effrayait. Et seulement ensuite, dans le cercueil, quand mes sœurs l'avaient rendue très jolie, alors, il y a une chose, je la trouvais un peu pâle. Et depuis que j'étais petite, moi, j'étais la dernière d'une famille de trois filles. Et je la maquillais beaucoup, je m'amusais beaucoup, je la maquillais et tout. Et puis, le tanopracteur est venu et m'a tendu la palette de maquillage pour que je maquille maman. Il m'a tendu le pinceau. Et j'ai saisi le pinceau. J'ai voulu mettre un peu de couleur sur ses joues pâles et j'ai pas pu. J'ai redonné le pinceau. Et j'ai immédiatement senti cette frontière entre les vivants et les morts.
déjà, la mort tenait à distance. Donc là, je peux dire que ça m'a à nouveau encore glacée. Et je me suis réconciliée avec la mort, avec la mort, quand à l'église, quand au moment de la cérémonie où on a préparé son enterrement et que elle aimait beaucoup les fleurs des champs, etc., et qu'on lui a fait un parterre de pétales, de fleurs. Je voulais vraiment que son départ pour l'autre monde soit vraiment bucolique, poétique, etc. Donc, on a vraiment fait une mise en scène. J'ai l'impression que j'ai agi comme un metteur en scène, à bouger les candélabres, les Christ et tout. Je me suis fait disputer par le curé qui trouvait que j'en faisais trop, etc. À un moment, j'avais mis le Christ sur les pieds. Surtout, voilà, on m'a reprise un peu à l'ordre. Et en pleine cérémonie, au moment le plus douloureux, lorsqu'il était question de prendre la parole pour rendre hommage à maman, tout à coup, mon mari, il y avait ma fille donc de 9 ans qui était à mes côtés et qui me tire par la manche. Mon mari me fait des signes et voilà un petit insecte dans une superbe robe rouge. C'était une coccinelle à 7 points. Donc elle est passée de main en main. Je l'ai passée à mes sœurs, je l'ai passée à ma fille, je l'ai passée à mon mari, etc. Vous dire que à ce moment-là, je me suis dit, c'est maman qui nous envoie un signe. Non, je ne savais pas. Pour moi, c'était totalement loufoque. J'avais peur de la mort. Je ne pouvais pas imaginer que des âmes disparues, des êtres aimés, puissent se manifester. Donc, après l'enterrement, comme j'étais à VSD à ce moment-là, je faisais la dernière page sans concession du magazine VSD, j'ai appelé un entomologiste, François Lasserre, pour lui dire, François, je lui ai raconté l'histoire, et je lui ai dit, comment cette coccinelle, est-ce qu'une coccinelle peut surgir comme ça dans une église quand il fait 5 degrés, qu'on est en Lorraine, qu'il pleut? Alors il m'a dit, bah oui, une coccinelle peut surgir, elle peut se réveiller, parce que les coccinelles vivent jusqu'à 1 an et demi. Et un nid, si l'église est chauffée à bloc, un nid de coccinelle a pu se réveiller. Et auquel cas, on peut comprendre sa présence. Et je lui dis, bah, c'est pas du tout le cas. Il n'y a plus de curé. L'église est glacée, glaciale. Et je lui dis, alors? Il m'a dit, bah, ça relève du mystère. Et le temps s'est écoulé. Donc, elle meurt en janvier 2013, on l'enterre. Et en décembre 2013, je vais chercher ma fille à l'école. Et l'appartement était plongé dans l'obscurité. Il était 18 h déjà, etc. Il faisait froid quand même. Il devait faire 6 degrés dehors. Et pourquoi est-ce qu'on est allé se laver les mains dans la cuisine et pas dans la salle de bain? Je ne sais pas, je l'ignore. Et là, je me souviendrai toujours. Donc, on va dans la cuisine, j'ouvre le robinet et je commence à me laver les mains. Et là, je vois une petite boule rouge avancer sur le marbre noir, sur le plan de travail. Et je dis à ma fille, je dis, Carla, est-ce que tu vois ce que je vois ou est-ce que maman devient folle? Est-ce que j'ai une hallucination? Et là, ma fille répond spontanément, oh, ah mais non, c'est une coccinelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points. Maman, c'est une coccinelle. Et je lui dis, mais c'est pas possible, d'où vient-elle? Mais c'est pas possible, comment? Et je lui dis, ne la quitte pas des yeux, je vais regarder dans l'appartement s'il y a une fenêtre d'ouverte, s'il y a des fleurs, s'il y a des fruits. Non, il n'y avait rien de tout ça. Et là, j'ai pris mon portable et j'ai capturé l'image. J'ai fait une vidéo, je l'ai envoyée à une copine, à une de mes amies, qui a dit, mais ta coccinelle, elle est en plastique. Moi, je lui ai dit, attends, ça me fait pas rire. Bon, bref. Et là, l'histoire commence. Bon, je vais pas raconter toute l'histoire. Et là, l'histoire commence. Et au fil du temps, je comprends que c'est maman qui m'envoie des coccinelles à des moments fous, quand j'ai besoin de courage, quand à des dates anniversaires, et je comprends que c'est... Je commence à penser que c'est elle qui peut se manifester parce que quand j'étais petite, reviennent les souvenirs. J'adorais les coccinelles et on avait un chat qui s'appelait, un gros chat noir qui s'appelait Pitouf. Et à chaque fois qu'il y avait une coccinelle, maman me disait, viens voir, Florence, il y a une coccinelle et fais attention que le chat ne la tue pas. C'est la bête à bon Dieu. Et j'ai retrouvé que dans ma chambre, au dos de la porte, il y avait ces 2 vers de Victor Hugo. La bêtise est à l'homme et la bête à bon Dieu et la coccinelle à Dieu, la bête à bon Dieu. C'est les 2 vers qui étaient. Donc peut-être c'était prédestiné, j'en sais rien, préécrit finalement. Et donc là, effectivement, j'ai commencé à changer mon regard sur la mort. Alors, c'est vrai que j'ai toujours une appréhension, etc. quand même, mais je ne conçois plus la mort que de façon poétique. C'est-à-dire que
Alors c'est fou, hein, les gens vont dire, mais pour moi, cette coccinelle, ça participe finalement à la poésie c'est de se dire que finalement, comme Victor Hugo disait, «À la mort, l'homme finit, l'âme commence». Eh bien, je pense que peut-être que l'âme commence un nouveau voyage. Mais peut-être que toutes les âmes ne commencent pas un nouveau voyage. Je l'ignore de toute manière, on ne peut pas savoir, hein, tant qu'on tant qu'on n'est pas mort, voilà. Donc, ma réconciliation et mon regard a changé à ce moment-là. Alors, ensuite, c'est vrai que dans le livre, il est question aussi d'un scarabée, voilà. Donc, pour capter aussi des signes, c'est-à-dire un oiseau qui parfois vient toquer à votre fenêtre, un papillon qui vient se poser tout près de vous, sur votre main, euh, ça demande aussi une certaine connexion avec la nature. C'est-à-dire que il faut aujourd'hui, ce que je déplore, c'est que les gens regardent, je le répète tout le temps, mais les gens, on est accro à notre portable, aux écrans, et finalement, on préfère regarder un oiseau ou un papillon sur un écran plutôt que de lever les Alors yeux qu'il est vers un là. arbre Oui. et de regarder l'oiseau ou d'avoir la patience de puis suivre une fourmi des yeux. Et on a perdu, on n'est plus dans la contemplation. Et parfois, quand on me dit, mais les signes, euh, d'abord les signes, il faut pas les demander. Moi, je n'ai jamais cherché de signes. Les signes arrivent quand ils doivent arriver. Probablement, peut-être quand on, quand il y a des messages, qu'on doit nous faire comprendre certaines choses. Quelles sont inspirantes les expériences vécues par ces auteurs qui nous rejoignent sur la chaîne La Fabrique des Livres. Vous avez peut-être, vous aussi, envie de passer à l'écriture. Et c'est là que ma lettre d'information, ma newsletter, entre en jeu. Elle est gratuite et je vous y donne des conseils concrets pour structurer vos idées, travailler vos personnages, construire une intrigue. Pour la recevoir, vous trouverez le lien dans la description. Oui, ou quand, de même que tu le fais dans tout ce livre, on a une espèce d'ouverture d'esprit qui prédispose à l'accueil de ces signes, Oui. qu'ils soient objectifs ou subjectifs. Et là, tu viens de nous raconter, et c'est vraiment très émouvant, la genèse de cette démarche que tu as poursuivie de manière assez constante, puisque tu as écrit 2 romans avant celui qui nous occupe aujourd'hui. Tu as écrit Coccinelle et Ces libellules qui me font signe. Et c'est toujours la même démarche d'ouverture d'esprit, d'ouverture du cœur aussi, via la contemplation, dans certains cas, pour détecter ces signes et les interpréter d'une manière qui est extrêmement poétique. Et alors là, moi, ce qui m'a frappé dans ce livre, c'est que j'ai tendance à être... Je suis un rationaliste, d'une Oui. certaine manière. Et ce livre m'a plu. Mais à un moment, je me suis dit, mais voyons, cette femme, elle est journaliste, elle est attachée aux faits, à la réalité, à la vérité des faits. Elle est objective par formation, par métier. Bien sûr, Et mais elle l'a évidemment. démontré. Elle l'a démontré à l'antenne, elle l'a démontré dans la presse écrite. Et là, est-ce qu'elle va m'imposer, moi, lecteur, une vision du monde qui serait, en gros, fantasmagorique? Regardez, tout est un signe, et pas du tout. C'est-à-dire que le lecteur qui croit au surnaturel, il va y trouver son compte, il sera heureux. Mais celui qui n'y croit pas forcément, comme moi, va être le témoin d'une démarche poétique qui va le prendre au cœur. Et ça, c'est très agréable parce que ce livre n'impose rien à personne. Et ça n'est pas un livre thèse, ça n'est pas un livre dans lequel l'autrice, je ne sais pas si tu préfères auteur ou autrice, mais nous a décidé de dire Je autrice. déteste le mot autrice. Je Mais trouve que bon, c'est... en tout cas, l'auteur, dans lequel l'auteur nous impose sa vision des choses et d'une sorte de mysticisme. Et ça, c'est formidable parce que le livre est agréable à lire, quelles que soient nos convictions. Et donc, tu as cheminé comme ça, à la recherche de ces signes que tu peux associer à des personnes disparues, à toutes sortes de choses. Et ça, j'ai trouvé vraiment formidable. Mais j'ai une question à te poser. Et on va revenir à Mhm. cette quête de signes dans un instant. Il y a une narratrice. Elle a un prénom qui n'est pas Florence dans le livre. Mais on ne peut s'empêcher de penser que la narratrice, c'est toi. Dans quelle mesure est-ce que c'est toi? Parce qu'il y a un tel parfum de vérité. Et puis, on voit bien aussi que dans le livre, il y a des choses qui te ressemblent. À un moment, on va parler de voyage, parce que les signes dont tu parles t'appellent, ils te prennent par la main et ils t'obligent, ou ils t'obligent pas, mais enfin, Oui. tu cèdes facilement à cette demande-là. Mais ces signes t'entraînent de l'autre côté de la mer. Est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est pas toi? Oui, bah, Pauline, évidemment, à 80%, c'est moi, c'est sûr. De toute façon, vous savez,
enfin, quand on écrit, forcément, on peut mettre roman. Enfin, je veux dire, il y a toujours une grande part de l'auteur qui se cache derrière un personnage ou des personnages. Mais c'est aussi les signes du destin, finalement. C'est pas parce que le sous-titre du livre, c'est Peut-on échapper à son destin? Moi, ce livre, le déclic, c'est ce domino qu'un voisin va venir me remettre un jour et un domino qu'il va trouver en sortant d'un théâtre à Paris et qui vient me voir et qui me dit, je me suis demandé si ce domino faisait écho à ma vie. Je me suis dit que non et je ne sais pas pourquoi. Comme votre nom tout à coup m'est apparu, je me suis dit, peut-être qu'il parlera à Florence. Et il me le remet et me dit, peut-être qu'un jour vous comprendrez. Et alors ce domino, je l'ai mis dans mon bureau, je l'ai regardé, c'est très beau. C'était un très beau domino des années 50 ou 60, beige, enfin une pièce de bakélite avec 3 points. D'ailleurs, maintenant je comprends la signification. 3 points et puis un point de l'autre côté. Et quand on me le remet, je ne comprends pas. Je me suis dit, c'est gentil de la part de ce voisin, mais quand même. Et 5 ans après, je vais comprendre. Parce que j'ai eu la chance d'avoir enfin, je dis un visa pour la Kabylie, parce que j'ai été en octobre 2024, au moment quand Annie Ernaux a reçu le prix Nobel de littérature. Elle était invitée aussi là, au Salon international d'Alger. Et moi aussi, j'ai été invitée à ce moment-là. Alors elle, sous prétexte qu'elle demandait la libération de 2 journalistes algériens, elle a vu son visa annulé quelques jours avant l'ouverture du salon. Moi, j'ai pu aller au salon et comment. Et donc, ayant eu un visa, mon mari ensuite m'a fait la surprise de m'offrir un billet pour la Kabylie en décembre. Et on a fait ce voyage après en avril 2024. Et alors, ce que je veux vous dire, c'est que, alors déjà, moi, je suis donc originaire, j'ai un grand-père originaire de Grande Kabylie. Euh, J'avais peur d'aller sur les terres de papa et de grand-père parce que mon père, en fait, même si tous les dimanches, il nous disait, pas tous les dimanches, non, 1 fois ou 2 fois par mois, il nous disait j'aimerais tellement retrouver la Kabylie, la montagne Djurdjura. Ma mère me promenait sur ses épaules. Euh, euh, il disait que ça ressemblait à la Suisse. L'herbe était verte, il y avait des rivières au pied de la montagne Djurdjura. Sa mère le promenait sur les épaules et elle l'emmenait au milieu des grenadiers, des figuiers, des oliviers, etc. Et papa n'est jamais retourné, n'a jamais, et ni mon grand-père. Parce que, en fait, pour que les gens comprennent, c'est que, en fait, quand papa vient au monde, sa maman, elle décède quelques heures après sa naissance. Et mon grand-père, qui avait 25 ans, ou 24, sa jeune femme, Tassadit, donc ma grand-mère, elle est morte à 21 ans. Et ça, je l'ai découvert vraiment quand je suis allée en Kabylie, où j'ai eu son extrait de naissance, et ça m'a bouleversée, ça m'a déchiré le cœur, parce que je me demande si... Je crois que papa n'a jamais su que sa maman n'avait que 21 ans. Parce que mon grand-père, il a laissé son bébé à une tante et il est parti faire sa vie à Paris. Enfin, il est parti faire sa vie. Il a vécu toute sa vie dans une chambre d'hôtel avec visiblement Tassadit, hein, l'âme de Tassadit. Il s'est jamais remarié. Et donc, il a confié son fils à une tante. Hélas, la tante meurt quand il a 7 ans et papa se retrouve... il pensait que c'était sa maman. Et aux obsèques de mon grand-père, mon père dit, c'est très émouvant, il dit, oh, de mes 3 filles, c'est Florence qui ressemble le plus à ma mère. Et là, il y a un cousin qui lui dit, qu'il ne connaissait pas trop, papa, et il lui dit, mais qu'est-ce que tu racontes? C'était pas ta maman, c'était ta tante. Et mon père s'effondre. Il veut pas croire la vérité. Il lui dit, c'était pas ta maman. Ta maman, elle est morte quand elle t'a donné la vie. Et c'est pour ça qu'ensuite, ton père t'a mis chez les Pères Blancs de Paris, te fait mettre chez les Pères Blancs. Et grand-père avait appris aussi le français chez les Pères Blancs, les prêtres catholiques. Et donc, il a eu une éducation catholique. Et de 7 ans à 16 ans, il va être chez les prêtres catholiques. Et à 17 ans, il va rejoindre son père. Et jamais son père lui dira que sa mère est morte quelques heures après sa naissance. Et je pense que grand-père, quand il a revu mon père, il s'est dit que c'était... papa lui renvoyait le poison de la douleur. Quand il voyait son fils, c'était sa jeune femme qu'il voyait. Et il y a eu une sorte comme ça, un peu de non-amour,
Et donc, moi, je retourne. J'ai la chance, en avril, d'aller sur cette terre. Et là, je découvre des documents. Je vais dans les bureaux, les mairies d'état civil. Et je comprends que... et d'abord, je comprends, je me dis, mais c'est inouï. Alors là, c'est un événement, pour le coup, surnaturel. Je vais vous raconter. Je suis mariée à quelqu'un de très cartésien, très rationaliste. Hein. C'est quelqu'un qui est vraiment qui est très ancré sur Terre. Enfin, hein. Et on est dans un bureau de mairie, d'état civil, etc. Et je demande des documents. Alors, c'est un peu compliqué. Et puis, on me remet une femme, une fonctionnaire, kabyle, très gentille, me trouve l'acte de mariage de mes grands-parents. Et je vois qu'ils se sont mariés à 10 heures en avril 2024, en 1924. Et nous, on est en avril, donc 100 ans après, en avril 2024. 1924, c'est le 100e anniversaire. Je l'ignorais, on l'ignorait. Donc ça a été un choc, enfin, ça a été quelque chose d'incroyable, mais pire. C'est-à-dire que quand on me remet l'acte de mariage, je suis tellement nerveuse que je fais tomber l'acte de mariage. Et quand je le reprends, je dis tout fort, « Oh, il y a mon nom, il y a mon nom, il y a Florence Belkacem. » Et mon mari me dit, « Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais n'importe quoi, tout fort. » Je dis, « Mais il y a mon nom, il y a mon nom. » Il m'arrache le papier des mains, il me dit, « Où il est ton nom? » Je lui dis, là, il était là. Il me dit, et je lui dis, « Mais je ne sais pas, et je ne vois plus mon nom. » Mais en revanche, là où j'ai vu mon nom, je descends avec le doigt, 3 lignes en dessous, et tout à coup, je vois que mon deuxième prénom kabyle, je porte le prénom de mon arrière-grand-mère, Tamila. Et mon grand-père ne me l'a jamais dit. Et papa, je ne suis même pas sûre qu'il le savait. Pourquoi moi, alors qu'on est 3 filles et qu'il aurait pu donner, mon grand-père aurait pu donner ce prénom à l'aîné? Non, pourquoi moi? Et figurez-vous que, en fait, c'est comme si ce document m'attendait. Il fallait que je revienne en Kabylie. Et mon mari, dans un dîner, donc il y a une amie qui lui dit, elle lui dit, mais Bertrand, enfin c'est Hugo dans le livre du coup, pas 100%, mais presque. Elle lui dit, mais toi, quand tu dis que Florence a vu son nom, comment tu l'as perçu toi? Et là, je le vois, il prend un air gêné et il finit par dire, en fait, je l'ai vu aussi. Je dis, quoi? Non. Je dis, tu l'as vu? Non, mais je lui dis, tu m'as fait passer pour une dingue de la mairie et tu l'as vu? Et il me dit, oui, je l'ai vu. Et alors, donc, l'ami dit, mais attends, si tu l'as vu. Et ah oui, il dit, mais je l'ai vu, mais c'était de l'auto-persuasion. Elle était persuadée d'avoir vu son nom, donc je l'étais également. Ah, je lui dis, ah bon, je l'ai vu, donc forcément, tu l'as vu. Donc, et il y a un maître d'hôtel dans un restaurant en Kabylie, en Grande Kabylie, qui me dit, je raconte, et il me dit, il a cette phrase spontanée, il dit, finalement, ce document peut-être vous attendait. Si vous avez vu ce nom, ce document vous attendait. Et il était peut-être écrit que vous deviez revenir pour apprendre la vérité sur cette famille. Voilà. Alors, ta démarche, elle consiste, ainsi que tu viens de nous le montrer, j'allais dire traquer des synchronicités, des petits miracles, des signes, ce que tu appelles des signes, Oui. avec beaucoup de constance et avec beaucoup de précision. À partir de quel moment es-tu capable de dire, tu as déjà un peu répondu avec l'histoire du domino, mais à partir de quel moment es-tu capable de faire la différence entre un vrai signe et une coïncidence? Alors, pour moi, le domino, c'était un signe. Alors, pour le coup, c'était un signe de destin parce que... Oui, mais que tu n'as su que c'était un signe oui, que plus tard. mais je l'ai su. Non, j'ai pris conscience en Kabylie quand j'ai vu, c'était le ramadan, cette période, en avril dernier, et quand j'ai vu dans la rue des tablés de joueurs de domino. Et tout à coup, je me suis dans les images tout à coup ont afflué dans mon esprit, et j'ai revu papa m'initiant au domino, initiant la famille de Lorraine au domino, les tablés à la maison, dans la famille de maman Lorraine, les oncles et tantes jouant au domino. En fait, et j'ai interrogé les gens, et je dis, mais le domino? Et on m'a dit, mais le domino, c'est sacré dans la vie d'un Kabyle depuis la période coloniale. Oui. Donc, ce domino devait me ramener en Kabylie. Donc ça, c'est un vrai signe, c'est un signe du destin. Je devais faire ce voyage, d'accord?
Voilà. Ça, pour moi, c'est un vrai signe. Euh, Mais est-ce qu'il t'est arrivé, par exemple, de- de prendre pour un signe quelque chose qui n'était pas un signe, qui était juste une coïncidence? alors, 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 la coïncidence était grosse, énorme, énorme. Parce que dans ce livre, il est question d'un scarabée, de scarabée, de cétoine dorée, de gros scarabées. Le premier enfin, j'en vois enfin, je raconte dans le livre que Hugo et Pauline s'engueulent et ils sont au bord du divorce. C'est une catastrophe et tout. Elle est dévastée. Ils se chamaillent au déjeuner et donc Hugo claque la porte. Et puis Pauline est là sur le balcon et il y a du soleil. On est au mois d'août. Elle revient d'un voyage d'Italie. Et en fait, quand son mari revient, enfin, je vais dire quand mon mari revient parce que c'est moi, il est tout sourire. Il est tout sourire, il est métamorphosé, etc. Il me dit ah mais qu'est-ce que tu m'as manqué. Enfin, et moi je reste un peu de marbre. Je suis quand même assez blessée par tout par son comportement. Et il me dit, mais je vais faire un dîner, je vais faire un risotto, tout ça. Nan, nan. Donc il fait les choses magnifiquement bien, il décore la table avec des citrons, tout, une belle table d'été. Et tout à coup, donc on commence à dîner. Et là, sur sa chemise, je vois une sorte de point lumineux. Et je me dis, tiens. Et je le regarde, je lui dis, tiens, c'est bizarre, t'as une espèce de boule lumineuse. Et il me dit, bah approche-toi. Et je m'approche et je dis, c'était pas très gros, hein. Et je dis, ah bah, tiens, c'est bizarre, c'est pas du tout une coccinelle. Et là, je vois que c'est un tout petit scarabée, un cétoine. Ça, c'est la première fois que je vois. Je vois et je lui dis, mais c'est incroyable, t'as un scarabée. Et lui, il me dit, alors, c'est vrai au Kabylie, il y avait une histoire de scarabée. Donc, je lui dis, mais c'est incroyable. Il me dit, ah oui, oui, bah j'étais sur les quais de la Seine, alors le scarabée a dû rester sur ma chemise. Ah, je lui dis, ah bon, on est quand même un peu loin quand même de Oui. la Seine. Ok, le scarabée est resté. Ah non, mais en fait, après, je suis allée arroser les fleurs sur le balcon. Ah ouais, et le scarabée t'a pas quitté. Il dit, bah non, mais il a dû peut-être venir. Et après, il me dit, ah mais, et je lui dis, mais t'as quand même cuisiné pendant 1 heure. T'as fait chauffer des poêles, etc. Et le scarabée est resté. Et alors, donc je le prends, je le saisis, etc. Je le mets sur une feuille et je vais le déposer dans une balconnière. Et il me dit, en fait, ce scarabée, il devait être pour moi. Ah, je dis, ah bon, tu crois aussi maintenant? Et il me dit oui. Et puis, il me dit, c'est peut-être pour nous réconcilier, c'est peut-être ta grand-mère, en fait. Je dis, tu me dis ça? Il me dit oui. Mais je lui dis, mais il était peut-être aussi pour moi, en fait, pour me réconforter. Alors après, je lui dis, bon, bah, peut-être il était là pour oui, nous réconcilier. Et ça, c'était génial. Et il n'y a pas longtemps encore, de nouveau Après, j'en ai vu en Touraine, un dans le chalet de Gonzague-Saint-Brice, enfin, à Chanceau-Près-Loche. Énorme, hein. Je pose la main dans le chalet, vous savez, chaque année, le 31 août, c'est Gonzague-Saint-Brice disait que c'était le Woodstock de la littérature, qu'il y avait 20 000 personnes qui venaient, publiques, assister, enfin venir voir dédicacer les auteurs, acheter des livres, voilà, venir à des spectacles et tout. Et je suis dans le chalet en juillet, donc le juillet 2024. Et puis je pose ma main, je suis avec un cousin de Gonzague Saint-Brice, et je pose la main sur une espèce de, vous savez, les bornes de VIP, là, rouge, et je sens un truc mou. Et je regarde, et je dis, c'est pas possible, c'est un scarabée doré. Alors, le cousin de Gonzague dit, oh, on va le prendre, le scarabée, attendez. Mais je dis, il est peut-être mort. Il le prend, et voilà le scarabée qui marche sur sa main, et il me le met sur la banquette après où j'étais assise. Et voilà le scarabée qui avance et tout. Bon. Alors là, dans le livre, évidemment, le scarabée finit par me parler. Et bon, je n'ai pas tout dévoilé. Et il n'y a pas très longtemps, en rentrant de Bourgogne, là, on était pas très loin d'ici, de Cône-sur-Loire, on fait la route, etc. Et je sors les bagages de la voiture et je vois une sorte de chose encore qui brille. Et je me dis, non, c'est pas possible. Et je vois, c'était un cétoine magnifique doré. Et là, j'exultais là, de ma joie. J'étais, oh,
oh, mais c'est incroyable et tout. Je dis à mon mari, mais c'est génial, mais quel bon présage, un scarabée doré et tout. Je le mets dans le jardin, donc juste en face de l'immeuble. Et il me dit, je dis, mais tu te rends compte quand même, mais quel beau signe, mais ça doit être... Et lui me répond, je ne crois pas au signe. Je vais te tendre, si tu veux bien, ton livre et je vais te demander de l'ouvrir. Donc, c'est le livre tel que je l'ai reçu de ton éditeur et je voudrais que tu l'ouvres à la page 106 Ah oui. et que tu nous racontes ce qui se passe à la page 106. Je vous raconte. Je lis ou je raconte? Non, qu'est-ce que tu trouves à la page 106? La plume. Montre-la, voilà. Voilà. Donc, je ne sais pas. Alors, je présume que cette plume a été insérée dans les exemplaires destinés à des journalistes ou à des personnes qui sont attachées à connaître tes livres. Donc, c'est pas forcément dans le livre tel qu'il sera vendu dans les librairies. Mais je trouvais que c'était une très jolie idée. Je voudrais que tu nous l'expliques. Pourquoi ai-je trouvé cette plume blanche, petite plume blanche, très diaphane, très ébouriffée? Pourquoi est-ce que j'ai trouvé cette plume à la page 106? Alors, parce que quand nous arrivons en Kabylie, on arrive en petite Kabylie, à Béjaïa, Bougie, qui depuis le 19e siècle, historiquement, crée des bougies pour toute l'Europe. C'est devenu après, donc ça a été arabisé, Béjaïa. Et c'est absolument magnifique. C'est un lieu au bord de la mer avec chaîne de montagne et tout. Et donc, on était venu d'abord parce que il y a des tas de choses à visiter. Il y a des singes, des macaques de Berberie. C'est complètement dans son jus. On est un peu dans Albert Camus. On sent les parfums, le ciel, la mer, les montagnes, les reflets, etc. Et on cherchait en fait la place Guédon, qui est une place historique où il y a un café, le Richelieu, où les peintres sont venus, bon, bien sûr pendant la période française, coloniale, etc. Et puis on a demandé à un monsieur notre chemin, un petit monsieur qui me faisait penser à Charlie Chaplin, les cheveux blancs, il avait une canne, etc. Alors, il nous a demandé si on était français, si on était anglais. On a dit on est français, on cherche la place Guédon. Et c'était évidemment le Ramadan. Et c'était la fin la rupture du jeûne. Donc il était pressé, il avait faim. Donc on parle et tout. Et il a dit je vais vous emmener à la place Guédon. On lui a dit ah mais c'est très gentil. Et vous monsieur nanana. Et il nous dit vous savez moi j'ai 85 ans. 85 ans. Oh, mais qu'est-ce que vous faites jeune, etc. Et il a dit mais alors je vous emmener à la place, mais il va falloir il faut faire vite parce que moi j'ai faim. Et alors mon mari lui il avait eu une rupture du tendon d'Achille, donc on a suivi ce monsieur. Et c'était incroyable. Alors, il marchait à une vitesse, c'était incroyable. Il volait. Enfin, j'ai l'impression qu'il sautait les trottoirs. Il faisait voltiger sa canne à la Charlie Chaplin. Et je disais, mais vous allez très, très vite et tout. Il a dit, oui, oui, j'ai faim et tout. Mon mari était loin derrière et tout. Et tout à coup, je vois une plume tourbillonnée et qui vient. Et je tends la main et je dis, oh, une plume qui tombe dans ma main. Et il me dit, ah, c'est les anges, c'est les êtres de là-haut qui vous font signe. Et je dis, mais comment vous pouvez en être sûr? Vous êtes sûr? Il dit, évidemment, ce sont eux, ils envoient des plumes. Et là, j'ai pris la plume en disant, mais alors qui me l'envoie? C'est mon grand-père. Grand-père, tu sais que je suis là, sur ta terre. Est-ce que c'est toi, ta Sadite, que j'ai jamais connue, cette jeune grand-mère de 21 ans, enfin à l'époque, etc. Et voilà. Et donc, je trouvais très joli de mettre une plume. Et d'ailleurs, dans les salons du livre, mais je ne devrais pas le dire, je mets des plumes. Alors, moi, ce que j'ai bien aimé dans ton discours, et sachant à quel point nous sommes, toi et moi, différents l'un de l'autre, chacun avec sa formation intellectuelle, etc. Mais j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose, ça va te surprendre peut-être, mais d'éternel dans ce livre, parce que ce livre renoue avec la tradition antique des présages. Et que faisaient les Grecs anciens, que faisaient les Romains, que faisaient les Égyptiens, puisque tu parles du scarabée. Et du dieu Képri, qui fait passer les âmes défuntes dans le royaume de l'au-delà. Exactement. Et on retrouve dans ton livre cette éternité du désir de donner un sens à la nature, à notre vie, aux interactions entre la nature et nous. Et je le répète, peu importe la disposition d'esprit où le lecteur se trouve, qu'il y croit, qu'il y croit pas, n'a aucune importance. Parce que on se dit aussi que cette croyance qu'il existe des signes qui nous relient à nous-mêmes, qui nous relient aux autres, qui nous relient aux disparus,
ben, d'une certaine manière, c'est une thérapeutique aussi. C'est-à-dire qu'on sent que l'auteur de ce livre se sent mieux. Quand elle a interprété des signes, on a envie de croire, et je le crois volontiers, t'ayant rencontré, que ces signes sont pertinents, qu'ils disent quelque chose de vrai, mais peu importe, la question n'est pas là. C'est qu'il y a une espèce de thérapeutique et qu'on se sent mieux quand on y croit. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très, très joli. Et puis, la façon dont ce livre se raccorde à des croyances dont l'être humain a toujours eu besoin. Mais voilà, merci de t'être exprimé aussi clairement sur toutes ces questions-là. Et il y a une chose qui m'a frappé dans ton livre, et à propos des présages antiques, je faisais la relation avec la nature. Alors, il y a une chose qui est formidable aussi dans ce livre, c'est qu'il est question partout de la nature, des animaux, de la façon de regarder la nature plutôt que la subir. Et je voudrais que tu nous dises en quelques mots à quel point cette notion de communion, d'union avec la nature est importante pour toi et pour l'interprétation que tu te fais de ces signes. Et je pense que c'est Angelus Silesius, poète mystique du XVIIe, qui disait « Ce qui manque au monde, c'est la contemplation ». Je pense que la nature, elle a des messages. La nature nous parle. Je pense, comme Merleau-Ponty, qui disait « Le réel est parfois doublé d'invisible ». Dans le livre, je raconte une visite d'un très beau jardin, pareil, en Puisaye, à quelques kilomètres, d'un ami de mon cousin. Et on est plusieurs celui qui possède ce jardin, il a une main verte, etc. Il a la main verte. Et il a un jardin qui est presque le jardin de Renoir, on pourrait dire que c'est une peinture, c'est un tableau de Renoir. Et c'est des parterres de pivoine, de roses, de fleurs de poète, enfin, etc. Et à un moment, on arrive devant une fleur spectaculaire, qui est une fleur orange, c'est le bâton de Satan, nous dit-il. Et tout le monde regarde comme ça la fleur. On est 5 ou 6. Et moi, je suis la dernière. Et je m'approche. Et je vois un cétoine, je vois un scarabée. Et je demande ensuite à celui que j'appelle, Gaspard, c'est Martin. Je lui dis, mais tu as vu? Est-ce que quelqu'un a remarqué ce scarabée dans la fleur? Personne. Et donc, de là, je me suis dit qu'en fait, les gens regardent, mais ne voient plus. On regarde des milliers d'images, mais on ne voit plus. Et c'est important. C'est Proust qui disait que parfois, il fallait avoir des yeux neufs pour regarder, pour voir. Il faut qu'on réapprenne à regarder la nature. Parce que je pense que c'est source de joie aussi, la nature. C'est d'abord parce que elle est belle, la nature, et donc elle nous emplit quand même aussi de sérénité. On se sent bien quand on voit un papillon se poser sur une marguerite, un papillon jaune sur une marguerite jaune. C'est un moment qui est poétique. Et ce moment poétique, il nous fait sourire, ça nous donne de la légèreté. Et voilà. Et donc, je pense qu'il faut vraiment... il faut se tourner vers ce qui nous entoure. Parce que savoir regarder la nature, c'est aussi finalement savoir être en capacité de regarder l'autre, du visage qui nous fait face. Et je pense qu'il y a là aussi de l'humanité. C'est-à-dire, on devient peut-être... On devient beaucoup plus humain. Enfin, on exerce cette humanité. Parce que là, on est dans un monde où les gens se regardent plus vraiment, non plus se voient plus vraiment. Et je pense que là, la nature est là pour nous rappeler que il faut regarder d'un peu plus près, il faut s'intéresser. Et quand tu regardes d'un peu plus près, précisément, la nature, tu vois des animaux. Et ces animaux, moi je suis très familiarisé pour toutes sortes de raisons avec les cultures asiatiques, mais un Asiatique qui voit un animal peut très bien penser, et même un prof d'université, ça n'a rien à voir avec la crédulité, mais il peut voir un animal en disant c'est peut-être ma grand-mère. Alors là, pardon, mais je suis pas en accord. Je pourrais pas avoir cette pensée-là. Dans le livre, il est question de mes 3 chats.
même si je dis que je retrouve l'âme de papa dans ma petite Mojo qui est tigrée parce qu'elle a la même sociabilité, elle est très égalitaire, la même tendresse. Je ne vais pas dire que papa s'est réincarné en chat. Ça, pour moi, c'est... Je ne crois pas en la On pourrait dire que métempsycose. c'est toi qui le réincarne en chat. C'est-à-dire qu'il n'est pas réincarné en chat, mais qu'il est tellement présent dans ton cœur, dans ton esprit, que tu projettes quelque chose de lui Oui, sur mais les choses que tu observes. voilà, parce que j'ai pris cette petite chatte, en fait, je crois que c'était un petit garçon, enfin un petit mâle, pourquoi je dis garçon, un petit mâle, au moment où papa était dans ses derniers jours et que cette petite chatte venait de naître et qu'elle voulait toujours aller se réfugier sous le lit de papa. Et, euh, et quand papa est mort et que je suis là pour le coup à aller voir la chambre funéraire, j'ai eu un choc énorme, inouï. Et que quand je suis allée dans la maison de papa, cette petite chatte est venue sur mes genoux et a ronronné pour la première fois. Et donc, là, d'un côté, la vie était partie chez papa et la vie se prolongeait, revenait dans Mojo. Voilà, c'est Héraclite qui dit comment mourir de vie, vivre de mort. Et alors, tes intuitions, puisqu'on vient de parler de la nature et des animaux, et moi je trouve très intéressant le fait qu'on projette quelque chose de ses proches dans un animal. C'est un hommage qu'on peut leur rendre, Oui, et c'est aussi une manière de prolonger leur vie. bien sûr. Et ces intuitions-là te font faire des rencontres. Et par exemple, des rencontres intellectuelles, et par exemple Colette. Ah oui. Et j'ai adoré les pages dans ton livre où il est question de Colette parce que tu as un cheminement qu'on a bien décrit là, mais ce cheminement, il y a des embranchements. C'est-à-dire que tu fais des rencontres intellectuelles, et on apprend des choses. Donc, parle-nous de cette rencontre avec Colette, par exemple. Bah, Colette, Saint-Sauveur en puisait, hein, elle était pas très loin encore de Cosne-sur-Loire. Colette, son amour pour les chats. Elle prêtait, alors élevée par sa mère Sido, enfin, elle en fait un livre qui était très tourné vers la nature, vers les arbres, les fleurs, les animaux. Colette voyait dans ses chats, elle prêtait des caractères humains à ses chats. Elle voyait des humains, des femmes, elles avaient leur petit museau, leur frimousse féline, elles faisaient un transfert comme ça d'attitude. Alors, moi, je rejoins beaucoup Colette sur ce plan. Je pense que mais je suis pas pour cette réincarnation. Je suis pas pour je crois pas dans la métempsychose. Mais je pense que un animal, je sais pas. Peut-être qu'il y a une migration des âmes aussi. Peut-être qu'on peut retrouver des attitudes des êtres aimés dans certains animaux. Tu triches. Je ne crois pas en la métapsychose, mais je pense qu'il peut y avoir le passage d'une âme vers un animal. Mais c'est intéressant ce débat que tu as avec toi-même, parce qu'il est au cœur du livre. Voilà, les signes sont là, lesquels faut-il interpréter de telle ou telle manière. Et j'ai trouvé ça magique dans ton livre. Alors, ce livre, c'est aussi, ne serait-ce que par les événements personnels qui t'ont guidé sur ce chemin des Mm. signes, c'est aussi une réflexion sur la mort et sur une espèce de refus qui est le tien de croire que la mort est la fin ultime. Et tu cites Victor Hugo qui dit « Ce qui est moi ira ailleurs, Ah oui. terre, tu n'es pas mon abîme ». Est-ce que tu pourrais développer ça? Parce que c'est vraiment très, très en harmonie avec le reste de ta démonstration. Qu'arrive-t-il aux morts? Est-ce que Victor Hugo a raison? Je pense, je pense. Mais ça, c'est quand il prononce l'hommage hein, à celle qui devait devenir sa future belle-fille. Ouais. Il est à Guernesey ou Jersey, je sais plus. Émilie de Putron, qui a 30 ans, elle traduit Shakespeare et elle doit épouser son fils. Elle est emportée par la tuberculose. Hugo est complètement ébloui par l'intelligence de cette jeune femme et elle meurt tragiquement. Et il est dévasté de chagrin. Il faut dire il a été hanté par les morts toute sa vie, Victor Hugo. Et il prononce ce discours qui est d'une force. Il peut pas admettre, il ne peut pas admettre, accepter que
que la dépouille mortelle est... Enfin, il peut pas admettre que la vie se soit arrêtée. Que juste il y ait cette dépouille mortelle et que ensuite, voilà, c'est le néant, c'est plus rien. Donc, il considère que l'âme s'envole, l'âme va dans un autre monde, l'âme continue à vivre. Il, moi, je le crois, je le crois. Vous savez, c'est Edgar Morin aussi. Edgar Morin, il n'y a pas plus athée que Edgar Morin, pas plus matérialiste. Edgar Morin, quand vous lui dites, vous croyez dans la vie après la mort, il vous dit non. Force, mais il reconnaît qu'il y a des choses euh, mystérieuses qui relèvent de l'inexplicable qui se passe. Vous savez, dans le journal Le Monde, pour ses 101 ans, il donne une interview. Et il dit, toute ma vie, j'ai rêvé de ma mère qui s'appelait Luna. Et un jour, elle vient le visiter dans son rêve. Parce que, en fait, quand elle meurt, il a 7 ans, elle meurt d'un arrêt cardiaque dans le train, la mère d'Edgar Morin. Et son père ne lui dit pas la vérité. Il lui dit, quand sa mère ne rentre pas le soir, il lui dit elle est partie en cure, etc. Et Edgar Morin réalise que sa mère est morte quand tout à coup il rentre de l'école et il voit son père et sa tante revenir vêtus de noir. Et là, il comprend que sa mère est morte. Et en 69, il est en Californie. Je vous dis ça parce que c'est très important, parce que les signes, c'est aussi dans les rêves. Ça, c'est vraiment important. C'est écouter vos rêves. Mais c'est des rêves qui sont très, très forts, très puissants. Et Edgar Morin raconte que dans Le Monde, hein, il dit, il était dévasté par la mort de sa mère. Il l'idolâtrait. Il lui rendait hommage ensuite. Il la comparait à la lune, etc. Hein. Et il dit dans Le Monde, en 69, je suis en Californie. Alors, oui, et la veille, il fait une grande conférence. Et la veille de sa conférence, il fait un rêve. Il voit en haut d'une colline un bus, et il voit des milliers de gens descendre. Et tout à coup, il voit sa mère dans ces dizaines de gens qui arrivent. Il voit sa mère. Ils courent l'un vers l'autre. Ils s'embrassent. Et il lui dit, oh là là, maman, il est tellement heureux. Et il lui dit, maman, tu vas venir assister à ma conférence. Il y a papa qui est là. Il y a ta sœur aussi. Tu vas venir. Elle lui dit, ah non, mon petit. Non, je suis très pressée. Il faut que je reparte. Il faut que je reprenne le train. Et tout à coup, il lui dit, mais pourquoi? Non, mon petit. Et elle repart. Et Edgar Morin se réveille. Et en fait, il n'avait pas pu dire au revoir à sa mère. Et il se réveille ému, mais soulagé, parce qu'il a pu, toute sa vie, il a attendu ce moment où il pouvait dire au revoir à sa mère. Et moi, j'ai fait quasiment le même rêve dans le livre, je ne vais pas tout raconter, quand papa, parce que je n'étais pas là au dernier moment de sa vie, dans les dernières minutes, et j'étais inconsolable. Et il est venu me dire au revoir aussi dans mon rêve. Et ce rêve, et en fait, j'ai le sentiment que quand c'est vraiment vrai, quand c'est tellement fort ce que vous ressentez. C'est-à-dire que moi, papa, j'ai ressenti dans le rêve, hein, il m'a pris dans les bras, il m'a touché la main, il m'a embrassé dans le cou. Il m'a dit que je suis contente de te revoir, Oh, je suis tellement heureux, papa. Et que je lui ai dit, mais papa, parle-moi. Ça va? Oui. Mais qu'est-ce que tu fais? Je suis très, très occupée. Tu me connais, j'ai jamais pu de rester en place. Mais et tout à coup, bim, il tourne le dos. Je lui dis, mais reste. Il dit, je peux pas. Il faut que je reparte. Comme la mère de Morin, pareil. Et en un quart de seconde, il me tourne le dos. Et je lui dis, mais papa, reviens. Tu m'as même pas parlé de maman. Et il s'en va. Mais je sais pas décrire tout le rêve. Hein. Et il s'en va. Et là où il va, il passe derrière un mur. Et en fait, il me fait comprendre que il est toujours là, mais on n'est plus dans le même monde. Mais, comme Edgar Morin, si j'ai été totalement... mon angoisse est partie. On a pu se dire au revoir. Et quand c'est vraiment vrai, je peux te le dire, Frédéric, tu sens tout. Tu ressens dans le rêve la présence, la chaleur, tout. Voilà. Mais ça n'arrive pas tous les jours. Mais je pense que quand il y a... Alors, je pense que je me dis que papa, il a ressenti... Vous savez, quand vous avez 3 enfants, que vous quittez la vie,
vous sentez qu'il manque un enfant, je pense. Il a senti, moi j'étais la dernière, il a bien senti que j'étais pas là. Et il a senti mon chagrin. Et il est venu me dire au revoir. Et voilà. Et maintenant, je suis en paix. Et oui, je suis contente. Tu cites cette référence à Edgar Morin qui est très belle, enfin, et puis c'est magnifiquement raconté dans le livre. Mais tu sais, il y avait, ce sont des thèmes qui nous concernent tous, parce que, pardon d'être trivial, mais on y passera tous. Oui, Et nos proches y passeront tous aussi. Donc, ce genre de livres sont des livres un peu d'utilité publique. Il y avait celui pardon, de Marie de Henzel qui explorait justement ce qu'était la mort, ce qu'elle pouvait être, la façon dont elle pouvait être ressentie mm. par ceux qui survivent. Et tu as exploré toi-même, parce qu'il y a des passages vraiment fondamentaux dans ce livre. Tu citais Edgar Morin, mais tu as aussi exploré les pensées d'autres intellectuels et philosophes sur la mort. Pascal. Pascal, le philosophe Pascal. Pascal, le philosophe donc très croyant, etc., fait le pari de Dieu. Il dit, si vous croyez, c'est pour vous dire croire dans les signes, c'est un peu ouvrir la porte de l'espérance. Voilà, c'est donner de l'espoir. Et Pascal, qu'est-ce qu'il dit, Pascal, quand il formule le pari de Dieu? Il dit aux gens, il dit, vous croyez en Dieu? Vous avez tout à gagner. La résurrection, l'immortalité de l'âme, etc. Si au final, Dieu n'existe pas, bah, vous ne serez pas puni, hein. Vous aurez juste perdu du temps à faire des prières. En gros, il dit ça. Il résume comme ça. Moi, je dis quoi? Vous croyez dans les signes? Ça vous rend heureux? Ça vous donne de la force? Vous imaginez, vous dites, cet oiseau qui est venu toquer à la fenêtre, c'est mon père, c'est mon frère, c'est cette coccinelle qui est venue se poser sur mon bras, c'est ma petite fille, c'est ma fille, c'est l'enfant que j'ai perdu. Eh bien, si ça vous donne de la joie, si ça vous procure du bonheur, eh bien, croyez dans les signes. Parce que quand on est dans la souffrance, quand on ne croit en rien, quand on ne croit pas en Dieu, quand on ne croit pas dans une transcendance, quand on ne croit pas dans les signes, comment se remet-on d'un deuil? On est, la mort vous provoque crée un état de sidération. Vous êtes dans un vide émotionnel. Il y a des gens qui lâchent. Il y a des gens qui meurent, une femme qui meurt après la disparition de son mari, qui va pas tenir. Il y a des choses ou des gens qui vont toute leur vie, qui se remettront jamais de la mort d'un être. Donc ça donne beaucoup de force. Ça apaise. Bien sûr, c'est complètement loufoque. Je le conçois tellement. Vous dire que les êtres aimés vous envoient des plumes, vous envoient un oiseau, vous envoient. Eh ben oui, ça peut être loufoque. Mais si c'est vrai, et si c'était vrai, ben voilà, ben vous avez tout à gagner à y croire parce que sur le moment, ça vous fait du bien. Je trouve que c'est un merveilleux résumé de l'intérêt de ce livre. Et une chose qui m'a frappé aussi dans ton écriture, c'est que tu parles de l'invisible, d'une certaine manière, hein, de l'invisible rendu palpable par des choses visibles que tu appelles des signes, mais c'est quand même un discours sur l'invisible. Et tu en parles de manière extrêmement incarnée. Et je trouve qu'en termes d'écriture et de style, il y a un joli pari qui est réussi là. C'est-à-dire que, voilà, on va parler de choses qui sont éthérées, qui sont évanescentes, mais à travers des destins absolument incarnés. C'est aussi pour ça que ce voyage en Kabylie est important. Mais à chaque page de ce livre, il y a parlons de l'invisible à travers le visible et l'incarnation. Comment est-ce que tu es arrivé à cet équilibre? Comment je suis... Quelle question. Enfin, merci beaucoup Frédéric pour tout ce que tu dis sur mon livre. Ça me touche beaucoup. Comment je suis arrivée? Je crois que... Comment? Parce que tu parles de toi. Oui, il y a quelque chose de très intime. je vis pleinement. En fait, je suis quelqu'un qui aime la vie. Je suis très stoïcienne, moi. Je sais, j'ai appris à profiter du moment quand il est beau. Voilà. Je suis vraiment, je crois, stoïcienne. Et j'accepte aussi ce que le destin envoie. Hein. C'est Zénon, hein, qui est le premier stoïcien, 4 siècles avant Jésus-Christ, qui disait il faut accepter le destin que l'univers vous assigne. Bon, mais même si tout n'est pas destin, parce qu'il y a le libre arbitre. Hein, Jean-Paul Sartre disait
c'était complètement idiot, quoi, de penser que tout était écrit, que qu'est-ce qu'on faisait, que c'était même une forme de lâcheté, le déterminisme, que forcément on était façonné par le déterminisme. Mais je pense que c'est aussi, comme j'aime la vie, je vois la vie partout. Je dis, et si la mort n'était qu'un mot? Et si la vie continuait toujours et partout? Voilà. Je pense que ça, c'est aussi en fonction de son aptitude face à la vie, ouais, la façon dont le regard qu'on porte sur la vie. Et c'est un livre qui nous apprend aussi que nous ne pouvons demeurer loin des morts trop longtemps. Est-ce que ça te rappelle quelque chose? Je suis sûr que oui. On va prendre 2 minutes pour ça, si tu le veux bien. Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit. Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste, et le jour pour moi sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houx verts et de bruyères en fleurs. C'est Victor Hugo à propos de la mort de sa fille Léopoldine. Ouais. Merci infiniment, Florence Belkacem, pour ce beau livre, Cueilleuse de cygnes. C'est un roman. À quel point est-ce un roman? Vous en jugerez. Peut-on échapper à son destin? Aux éditions Guy Trédaniel. Merci infiniment. C'est moi qui te dis merci. Merci beaucoup.